Eh bien, nous y sommes et il est résolument bien installé. Laurent, bonjour, bienvenue. Le respect d'abord, bonjour et bonjour à tous ceux qui ont pris le rendez-vous de nous suivre ce matin. Et je vous en parlais tout à l'heure, Laurent Roland Toninkès, le pain, vous ne l'aurez plus au prix habituel. On va y revenir tout à l'heure, mais avant, goûtons à un autre titre au chapitre politique. Législative 2023, nous sommes à la une du Béninois libéré. Talon veut jauger à Moussou, Abété, Rongbedi et Ayadji. Oui, c'est bien vrai ce que le quotidien Béninois libéré a écrit ce matin, parce qu'il est temps pour moi de juger ces partis politiques. On a tout fait de dire que l'UP est le premier parti au Bénin aujourd'hui à l'aide de la réforme du système partisan. On a tout fait de dire que le Bloc n'est plus qu'un deuxième parti. Mais en réalité, est-ce qu'il y avait une compétition en 2019 qui a permis à ce que ces deux partis puissent s'arroger les 83 sièges à l'Assemblée nationale? Donc, je pense que maintenant, il est là plus que jamais pour qu'on puisse aller ouvrir les élections, pour que tout le monde puisse compétir et qu'on voie sur le terrain politique qui vraiment est premier parti politique, qui est deuxième parti politique et qui est troisième. On a vu Jacques Ayadji aussi dans... Jauger les popularités. Oui, voilà, parce qu'en réalité... Jauger les politiciens crédibles des non crédibles. Voilà, parce qu'on a vu le taux de participation en 2019, c'est autour de 29%. Et donc, quand, avec 29% de taux de participation des partis, on arrive à dire qu'ils sont le premier parti, le deuxième parti, et qui sont les plus puissants sur l'échiquier politique béninois, je pense qu'il y a un problème. On le saura. Il faut se mesurer à d'autres forces politiques sur le terrain et que dans les débats d'idées, dans les convictions des populations, qu'on puisse voir quels sont les partis qui pourront avoir le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Et là, on pourra dire tel parti vraiment, véritablement est le premier parti politique. Sinon, qu'en réalité, si on s'en tient à ce qui s'est passé en 2019, pour moi, il n'y a pas encore une force politique aussi crédible. Je crois qu'il y a une situation qui a favorisé deux partis politiques, Bloc républicain et Union progressiste. Et ces deux partis ont eu la chance d'avoir les 83 députés à l'Assemblée nationale. On a vu en 2019 et en 2020 également, même s'il y a eu d'autres partis politiques qui ont pu participer aux élections, il y a eu cette affaire de 10% qui a fait que d'autres partis n'ont pas pu avoir les mairies. Et donc, l'UPBR qui se sont retrouvés avec 111 sièges. Et le cadre juridique qui a servi quelque peu de frein à d'autres partis qui n'ont pas vu leur dossier homologué pour faire partie de cette compétition. Donc aujourd'hui, en 2023, il faut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment challenge sur le terrain. Et c'est de ça qu'il est question. Le vrai challenge pour qu'on sache qui réellement a le vrai discours politique, qui arrive à convaincre la population, qui véritablement a les moyens de se faire élire, plutôt que Et janvier 2023 sera ce mois de challenge. C'est un mois de challenge. si on pourra distinguer. Non, janvier 2023 sera un mois de challenge si et seulement si les autres partis avaient la possibilité de compétir. Et si on n'a pas le même schéma qu'on a eu en 2019, je crois que ce sera vraiment un mois de challenge. Autrement, s'il y a d'autres... Non, mais il y a un bon nombre de partis qui ont pu quand même passer le cap du cadre juridique. Le problème, c'est que leur dossier homologué. Donc, c'est vous dire maintenant que... Il y a une chose est d'avoir un parti homologué avec les papiers. Mais le chose est que vous allez sur le terrain, vous avez des candidatures. Et lesquelles candidatures peuvent se retrouver dédoublées au niveau d'autres partis pour lesquels on peut annuler des partis. Là, les partis n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. C'est pour vous dire quoi? Les partis n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes et nos tests et nos cadres juridiques. C'est pour vous dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors, je crois que à chacun de toiletter. De faire très attention avec les candidatures qui vont accepter de bien se préparer. Voilà. Sinon, qu'en réalité... Pour constituer les dossiers. Il se peut qu'on ait encore d'autres manœuvres qui empêchent d'autres partis d'aller aux élections. À chacun de rester vigilant. Voilà, donc pour dire 2023, je crois que c'est vraiment le moment pour juger ces partis. On a à Moussou, Abété, Rongbedi, Ayadji, je ne sais quoi. Je crois qu'en 2023, si tant est qu'ils soutiennent Patrice Talon et qu'ils sont aussi populaires et dynamiques sur le terrain, on verra au soir des élections si et seulement si d'autres partis peuvent aussi aller aux élections et compétir avec eux. Laurent, on n'a plus assez de minutes à vous consacrer, sinon j'aurais bien voulu vous inviter sur cette guéguerre, sur ce qui n'a pas marché entre ce qu'on aurait pu appeler les deux amants, UDBN et Moël Bénin. Mais on va y revenir parce que pour que le mariage ne puisse prendre corps. Mais non, c'est pas là que je vous attends ce matin. C'est plutôt autour des étalages de pain, de Cotonou et d'Abomey-Calavi, ou pourquoi pas de Glo.
Alors, désormais, ce sera 150 francs qu'il va débourser. Quand j'ai eu l'information hier, je suis allé chercher un livre dans ma bibliothèque, L'Afrique noire est mal partie de René Dumont. Et quand j'ai relu le livre, j'ai compris que quelque part, il a soulevé un problème en 1962. C'est un livre qui est paru en 1962, mais le même problème perdu jusqu'en 2022. Vous n'allez pas me dire que ce livre a abordé le prix de pain? Non, ça n'a pas abordé le prix, mais dans le livre, il a décrit méthodiquement les handicaps du continent africain. Et dans l'ouvrage qui est organisé en 4 thèmes, il n'est pas question de l'Afrique intertropicale qui pétine, il est question de l'Afrique qui pourrait se développer rapidement. Pour ce développement, l'Afrique doit repenser son école, ses cadres, ses structures, l'Afrique cliente de l'Europe ou se développant par elle-même. Pour vous dire quoi? Vous savez, il y a des gens qui ont développé une possibilité ici pour montrer qu'avec le manioc béninois, le manioc, on peut faire du pain. Des gens ont commencé par faire le pain avec le manioc. Alors, quel accompagnement ont-ils eu à un moment donné? On a vu des projets pour le développement de la filière manioc, mais quand il y a un projet qui vient, parfois les coordonnateurs de ce projet sont même plus payés que les ministres. À demander, au point où même, quand vous allez voir les anciens systèmes, des ministres sont même capables de vouloir... Je vais vous étonner, Laurent. Oui. On aurait même pu soutenir ces éléments qui veulent fabriquer du pain à base de manioc et autres, à comparer avec les pains aux produits toxiques, aux putrides. Et vous allez voir que les citoyens seront beaucoup plus enclins à aller vers l'autre pain traditionnel avec les produits non, justement, le pain à base de manioc dont vous parlez. Tout dépend de la politique intérieure. Tout dépend de la politique. Si par exemple on réduit l'importation du blé et qu'on oblige les boulangers à aller vers notre manioc et qu'on met beaucoup plus d'argent dans la production du manioc, je crois que les populations n'auront de choix que d'aller vers le... Mais s'ils ne sont pas satisfaits vis-à-vis... Le problème ici, c'est quoi? Maintenant, si nous continuons comme ça, nous allons toujours dépendre des... Il a fallu qu'on ait une guerre en Ukraine et à cause de la Russie maintenant, puisque la Russie et l'Ukraine sont les plus grands producteurs de blé au monde, parce qu'ils sont en guerre maintenant, c'est pas pour ça que le blé le prix a augmenté. Et du coup, les boulangers se sont réunis pour dire qu'il faut augmenter le prix. C'est quand même dommage. On parle de 150 anticiper ou à... On parle de 150 maintenant. Aussi longtemps que cette guerre va perdurer en Ukraine, ne soyez pas surpris que demain, le pain qu'on prend à 125 francs, qu'on se retrouve à prendre ça à 200 francs. Alors, quand c'est comme ça, que faisons-nous en interne pour essayer d'éviter cette situation? Et c'est de ça qu'il est question. Les projets de développement filière manioc qu'on a développés à longueur d'année, où des coordonnateurs ont été payés plus que des ministres, des cadres, des recadres dans ce pays, et que des projets qui ont échoué, parce qu'à la fin, qu'est-ce que vous constatez pour les projets? On finit un projet, on vient faire le bilan du projet à la télé, jamais sur le terrain, pour vous dire voilà ce que nous avons fait concrètement. On fait des ateliers, des séminaires à Cotonou pour dire tel projet a donné tel résultat, mais quand vous allez dans les régions citées, rien n'est fait. Donc c'est de ça qu'il est question. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette situation qu'on voit, on dit qu'on a l'une des vallées les plus riches au monde. Que faisons-nous de cette vallée? Regardez le nombre de superficies de terres arables que nous avons au Bénin, sur lesquelles on peut produire. Combien de producteurs de manioc sont accompagnés? On parle du gari, par exemple. Le gari, dans ce pays, j'ai vu Kadhafi envoyer des sacs de gari et de maïs quand j'étais à l'université. Et c'est une aberration. Un pays désertique. Un pays désertique. Qui en arrive à nous nourrir. Je pense que c'est un problème qu'il faut régler en revoyant la politique de la production intérieure et de faire en sorte que nous puissions limiter l'importation du blé dans une certaine mesure, accompagner les producteurs de manioc, accompagner ceux qui peuvent faire du pain à partir du manioc et de là, obliger les populations à aller vers ce produit. Puisque plus l'importation, la douane, les frais de douane sur l'importation du blé augmentent, plus le pain va augmenter et plus les populations seront obligées d'aller vers la production du pain avec le manioc. Laurent, Roland Toninquès, merci. C'est moi.